les compétences diplomatiques du chef de l'État en tant qu'organe central dans les relations diplomatiques. Et on va poursuivre avec le ministre des Relations extérieures. Vous notez donc, s'il n'y a pas de questions, vous notez que... Oui, nous sommes toujours paragraphe 1. On va... Alors, on a dit hier que le chef de l'État accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Et les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Et nous avons expliqué un tout petit peu ce que veut dire l'accréditation. Cela sera matérialisé à la suite du cours lorsque nous allons étudier les créditifs, c'est-à-dire les documents qui formalisent l'accréditation d'un agent diplomatique. Vous écrivez ce premier pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'accréditation. Oui, c'est la suite. Nous sommes toujours au paragraphe 1. Vous écrivez ce premier pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'accréditation c'est-à-dire le pouvoir d'accréditation, correspond ce premier pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'accréditation, correspond à une double compétence. Ce premier pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'accréditation, correspond à une double compétence. Il s'agit d'un pouvoir vis-à-vis des chefs de mission étrangers il s'agit d'un pouvoir vis-à-vis des chefs de mission étrangers en tant que le chef de l'État doit donner son accord, en tant que le chef de l'État doit donner son accord, en tant que le chef de l'État doit donner son accord pour qu'une personnalité en tant que le chef de l'État doit donner son accord pour qu'une personnalité entre en fonction, en tant que le chef de l'État doit donner son accord pour qu'une personnalité entre en fonction pour représenter son État, pour qu'une personnalité entre en fonction pour représenter son État au sein de l'État accréditant. Pour qu'une personnalité entre en fonction pour représenter son État au sein de l'État accréditant. Ce pouvoir s'appelle l'agrément. Ce pouvoir s'appelle l'agrément.
vais expliquer rapidement, très rapidement ce que ça veut dire. Alors, observez très bien. Lorsqu'on a nommé un chef de mission diplomatique, je préfère l'expression chef de mission diplomatique parce que ça renvoie soit à un ambassadeur, soit à un haut commissaire dans les pays anglo-saxons, Commonwealth, soit aux nonces apostoliques pour les pays catholiques. Donc, l'expression chef de mission diplomatique englobe tout cela. Parce que si vous dites simplement ambassadeur, c'est vrai que le haut commissaire est un ambassadeur, mais ce sont des appellations consacrées. Et n'appelez pas un haut commissaire, monsieur l'ambassadeur, appelez-le monsieur le haut commissaire. Il voudrait dire que la diplomatie est très sensible. Le nonce apostolique est le représentant de l'État du Vatican dans les pays à vocation catholique. Donc, pour qu'on nomme un chef de mission diplomatique, observez très bien. Vous allez regarder dans les informations qu'il y a tel ambassadeur qu'on a nommé. Je prends un exemple. Vous êtes Gabonais et vous apprenez que le chef de l'État a nommé un ambassadeur au Cameroun. Alors, ce n'est pas une procédure qui se passe de manière anodine. Pour que votre ambassadeur soit nommé au Cameroun, il faudrait que le chef de l'État du Cameroun donne son agrément. Ça veut dire quoi? Avant toute nomination, l'État du Gabon envoie la proposition que nous voulons nommer Nguema ambassadeur dans votre pays. Et cette demande est accompagnée d'un CV. La demande arrive au Cameroun. Les services compétents étudient le dossier et le chef de l'État apprécie souverainement. Alors, s'il est d'accord, on va délivrer à l'État du Gabon un document qui s'appelle l'agrément. Et c'est à partir de cet agrément que votre chef d'État va nommer l'ambassadeur. Mais il peut donc arriver que l'État du Cameroun ne réponde pas après un certain temps. Contrairement au droit administratif où le silence de l'administration vaut acceptation, en diplomatie, le silence vaut refus. Donc si on ne vous répond pas, vous devez comprendre qu'on a refusé. Et l'État accréditant n'a pas à justifier les raisons pour lesquelles il a refusé de vous accorder l'agrément. Donc, ne pensez pas que pour qu'un chef d'État nomme un ministre, c'est de façon souveraine. Il se lève, il dit, bon, je vais former un nouveau gouvernement. Je décide de nommer tel. Je décide de nommer tel autre. Mais pour le cas des ambassadeurs, cela ne dépend pas entièrement de sa volonté. Parce qu'il peut vouloir nommer une personnalité, l'État accréditant refuse. C'est ça la procédure d'agrément préalable. Vous écrivez. Ensuite, il s'agit aussi d'un pouvoir à l'égard. Ensuite, il s'agit aussi d'un pouvoir du chef de l'État vis-à-vis des chefs de mission de son pays. Ensuite, il s'agit d'un pouvoir du chef de l'État vis-à-vis des chefs de mission de son pays. Car c'est lui qui nomme les représentants, car c'est lui qui nomme ses représentants à l'étranger. Car c'est lui qui nomme ses représentants à l'étranger.
car c'est lui qui nomme ses représentants à l'étranger. Là aussi, je voulais apporter quelques petites précisions. Alors, c'est vrai qu'il y a un chapitre qui est réservé à ces explications que je suis en train d'anticiper. Mais je voudrais déjà vous dire, puisque nous y sommes, que pour que le chef d'État nomme un ambassadeur, on va lui proposer plusieurs personnalités. Je prends le cas du Cameroun, le chef d'État va nommer des ambassadeurs. Mon ministre lui propose ma candidature. Mais mon ministre propose aussi la candidature d'autres collègues. Mais il n'y a pas que le ministre qui va lui proposer des candidatures. Ses plus proches collaborateurs vont lui proposer des candidatures avec des CV. Ces CV-là portent sur des éléments objectifs. La formation, l'ancienneté, la compétence, les états de service. Le chef de l'État va étudier cette candidature et il peut choisir parmi celles-ci celui qu'il va nommer comme ambassadeur. Il peut aussi rejeter toutes les candidatures et nommer un fidèle de son parti politique. Pourquoi il nomme un fidèle de son parti politique? Parce que, et c'est là que les éléments subjectifs rentrent en jeu. Le chef d'État peut décider de nommer quelqu'un qu'il connaît bien. Il peut décider de nommer quelqu'un avec qui il a fait du chemin. Quelqu'un qui lui est loyal. Quelqu'un qui lui a prouvé sa compétence tout au long de leur cheminement ensemble. Donc, de toutes les candidatures que vous lui avez proposées, c'est toutes pertinentes. Il peut donc décider de mettre les éléments objectifs de côté pour faire primer les éléments subjectifs. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté que tous les ambassadeurs ne sont pas des diplomates de formation. Le chef d'État nomme qui lui plaît, à qui il fait confiance. Il nomme celui à qui il fait confiance. Vous allez par exemple remarquer que pour le cas du Cameroun, notre ambassadeur en Israël, c'est un journaliste. J'ai étudié ça. Vous le savez? C'est un journaliste qui a été ministre des postes et télécommunications. Alors voilà un journaliste qui se retrouve ambassadeur. Pourquoi? Parce qu'il a des relations privilégiées avec le chef de l'État. Vous pouvez prendre d'autres exemples, même dans vos différents pays. Le dernier ambassadeur français qui était ici, Thierry Marchand, il avait quelle formation? Militaire. C'est un militaire. Oui, c'est un ancien général. Pourquoi le chef d'État français décide de mettre les diplomates de formation de côté, mais plutôt d'aller chercher un militaire pour en faire un ambassadeur? Bon, ça c'est vous qui le dites. Je ne sais pas si c'est pour l'espionnage, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le chef de l'État a ses raisons lorsqu'il nomme un ambassadeur. Son pouvoir discrétionnaire. Donc, pour nommer un ambassadeur, un chef de mission diplomatique, il peut jouer sur deux éléments, les éléments objectifs comme les éléments subjectifs. Bien. Vous écrivez. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de négociation et de ratification des traités. Le deuxième pouvoir, nous avons parlé du premier pouvoir qui est celui de l'accréditation. Le deuxième pouvoir, c'est celui de la négociation. Celui de la négociation et de la ratification des traités. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de la négociation et de la ratification des traités. Oui. Avant que le président une personne qui n'a pas eu de formation en diplomatie, quand tu es avant d'aller sur le poste, est-ce qu'on
Ok, bonne question. Votre camarade voudrait savoir il voudrait savoir ceci. Lorsque le chef d'État nomme une personnalité qui n'a pas une formation en diplomatie, est-ce que celui-ci suit d'abord un recyclage avant de... Non. Lorsque le chef d'État nomme un ministre, est-ce que vous savez que le chef d'État peut décider que dès demain vous êtes ministre de la jeunesse? Vous avez fait telle formation pour traiter des questions de jeunesse. Il peut décider de vous nommer ministre de la jeunesse ou bien ministre de la santé. Celui qui est ministre de la santé au Cameroun actuellement n'est pas médecin. Ce n'est pas médecin. Oui. Au Congo, lorsqu'on nomme un ambassadeur, ils prennent entre 3 semaines à 1 mois de formation du ministère de l'Affaires étrangères ou à l'ENAM. L'ambassadeur avant on fait le faire un briefing sur la vision de la diplomatie. Ça fait 3 mois. Très bien. Bon, ça, c'est une expérience que vous partagez. C'est une expérience que nous ne connaissons pas ici au Cameroun. Mais j'en viens, et parce que le pouvoir de nomination est un pouvoir discrétionnaire. Une fois que le chef de l'État a nommé une autre personnalité au poste d'ambassadeur, il va prendre fonction. Et comme votre camarade le dit, peut-être qu'on va le débriefer sur la manière de se comporter lorsqu'il va présenter les lettres de créance. Mais dans le fond, l'ambassadeur est un poste politique. Le caractère technique du travail diplomatique est fait par les diplomates qui sont en poste dans la mission. Après l'ambassadeur, vous avez le ministre conseiller, le premier conseiller, le deuxième conseiller, le premier secrétaire, le deuxième secrétaire, qui forment ce qu'on appelle la chancellerie diplomatique. Parce qu'à côté, il y a d'autres services. Il y a les attachés de défense, les attachés culturels, les attachés de presse. Vous avez le percepteur, vous avez le personnel de service. Donc, il va prendre ses fonctions à l'ambassade et le ministre conseiller va le débriefer sur le travail à faire. Parce que pour ce qui est du Cameroun, à ma connaissance, nous n'avons jamais reçu un chef de mission diplomatique nommé pour le débriefer sur quoi que ce soit. Parce qu'il est d'abord là pour présenter la vision du chef de l'État là où il est affecté. Le travail de négociation, le travail de représentation, en tout cas le travail technique exigé de la diplomatie sera fait par le personnel diplomatique. Donc, il est donc possible que certains États prévoient, parce que j'ai un enseignant qui nous avait raconté une petite histoire. Je crois que c'était avec le ministre Sassou Nguesso, le président Sassou Nguesso. Le président Sassou Nguesso devait recevoir les chefs de mission diplomatiques qui devaient lui remettre leur lettre de créance. Il y avait donc parmi ces ambassadeurs un ambassadeur d'un pays dont je vais taire le nom. Alors, on lui avait fait répéter la formule que je vous ai partagée hier. On lui a fait répéter ça et c'était écrit. On lui a dit, lorsque vous arriverez devant le chef de l'État, vous allez lire. C'est comme ça que ça se passe avec tous les chefs de mission diplomatiques. Il a choisi de le mémoriser. Il a préféré le mémoriser. Sauf que un chef d'État, c'est un chef d'État, ce n'est pas monsieur tout le monde. Donc quand vous arrivez devant un chef d'État, ce n'est pas comme si vous étiez devant un ministre ou devant un directeur général. Il est arrivé devant le chef d'État avec ses lettres de créance. Il a commencé à parler
et puis c'est bloqué. Il ne savait plus quoi dire. Et le chef de l'État, remarquant son embarras, lui a ajouté tendu les mains pour prendre les créances. Et c'était assez drôle. C'était assez drôle. C'est pourquoi ces usages-là, les anciens diplomates les connaissent. Ceux qui rentrent dans la fonction diplomatique par la force de la nomination devraient peut-être, comme le disaient vos camarades, faire un petit recyclage parce que les choses ne sont pas aussi évidentes qu'elles paraissent. Oui. Le deuxième pouvoir est celui de négociation et de ratification des traités. Oui. Mais le chef de l'État, ratifiant les traités, ne peut-il pas décider un jour de sortir d'un traité qu'il a déjà ratifié? Et on voit que Donald Trump lui l'a fait. Mais aucun chef d'État africain ne prend jamais la décision de sortir d'un traité, même si le traité là, fait du mal à la population et à lui-même, il ne sort jamais dedans. Quel est le problème? Merci. Bien, avant de répondre à votre question dans le fond, je voudrais bien signaler qu'il y a tout un droit de traité. Tout un droit de traité. C'est-à-dire qu'on étudie comment on ratifie un traité, comment on met en œuvre un traité, comment on sort d'un traité. Et je pense que mon éminent collègue qui vous dispense le cours du droit public international, le droit international public, vous l'a dit ou peut-être vous le dira. Donc, si on reste dans le droit pur, on négocie un traité. Négocier veut dire j'accepte ceci, je n'accepte pas cela. Donc, une fois que vous avez choisi de ratifier un traité, ça veut dire que vous vous engagez à respecter les contraintes que vous impose le traité. Sauf que dans le traité, il y a des réserves. Vous pouvez émettre des réserves, c'est-à-dire que nous sommes en train de négocier un traité sur la pollution de l'environnement. Moi, au Cameroun, je dis, puisque je ne pollue rien, je ne voudrais pas que telle disposition s'applique à moi. Donc, on appelle ces réserves, ces restrictions-là, les réserves au traité. Maintenant, pour répondre à votre question, pourquoi les chefs d'État africains ne sortent pas des traités même lorsque ça pose des problèmes à leur population? Ça, c'est une question éminemment politique. Il y a un professeur de sciences politiques ici à Soie qui a écrit un ouvrage en 2007. Et il a développé un concept qui est très intéressant dans cet ouvrage. Le titre de l'ouvrage va me revenir, c'est le concept que je vais vous partager. Il dit que les pays africains souffrent de cécité stratégique. C'est-à-dire que c'est des pays qui ne savent pas souvent reconnaître, ne savent pas souvent défendre leurs intérêts. Et en fin de compte, les chefs d'État négocient des choses et lorsqu'ils ne peuvent plus les respecter, ils n'ont pas le courage de se retirer de ces traités. Pourquoi ne se retirent-ils pas de ces traités? Peut-être parce que ça va créer des problèmes avec leurs partenaires. Parce que en diplomatie, tout n'est pas visible. Tout n'est pas visible. Il y a des choses qui se disent en public, mais il y a aussi des choses qui se font dans l'ombre. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, particulièrement les chefs d'État africains, parce que si vous avez la légitimité de votre peuple, si vous représentez effectivement les intérêts de votre peuple, il va de soi que si une disposition dans un traité ou dans une convention ne correspond plus aux intérêts de votre pays, vous vous retirez du traité. Moi, c'est ce que je voulais en venir parce que c'est le problème de légitimité qui se pose en Afrique.
si nos représentants, nos dirigeants sont légitimes, ils sont à même de prendre n'importe quelle décision, ne peut pas les soutenir. Je suis parfaitement Maintenant d'accord avec vous. qu'on fait tout pour rester au pouvoir, et si on veut se soustraire de certains accords, ça va faire mal à notre pouvoir. On essaie de rester et protéger ces accords qui ne nous avantagent pas malgré qu'on a la possibilité. Vous avez dit ce que je ne voulais pas dire. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Votre raisonnement est cohérent et pertinent. Vraiment, l'aspect que vous abordez là peut faire l'objet d'une thèse de doctorat. La légitimité des chefs d'État africains et leur capacité à défendre les intérêts de leur peuple vis-à-vis de leurs partenaires. La légitimité. Parce que si vous êtes sûr d'être soutenu par votre peuple, si vous savez que c'est votre peuple qui vous a élu, alors vous pouvez agir de façon libre, sachant que quoi qu'il advienne, le peuple va vous soutenir. S'il vous plaît, docteur, Oui. parce qu'on doit quand même cesser aussi de déranger Trump. Pour moi, c'est le meilleur président actuellement. Par exemple, me dire dans quel traité Donald Trump est sorti. Donald Trump est sorti, par exemple, de l'accord de Paris. Il a retiré USA 8. Bien, donc, mais à chacun son appréciation, mais si vous voulez mon avis, c'est quelqu'un qui dérange le monde. C'est votre avis, hein? Mais moi, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous dites, par exemple, de sa décision de créer un conseil de paix, alors même que l'ONU est approuvé? Donald Trump, c'est un bon président pour moi. Parce qu'il nous fait prendre conscience de nos réalités. En fait, il nous aide à prendre conscience que nous devons nous battre pour trouver notre place sur la scène internationale. On ne devait pas toujours compter sur les États-Unis. Là, l'Europe le comprend bien. Parce qu'ils ont fait confiance aux États-Unis pour leur armement, pour leur sécurité. Et aujourd'hui, ils se rendent bien compte qu'ils devront prendre leur indépendance. Donald Trump, pour moi, c'est un bon type. Comment conscience. Juste pour vous relancer, comment Trump a-t-il fait en sorte que les Européens prennent leur indépendance? Là, par exemple, il réclame le Groenland. Deuxième guerre. Le déclic, c'est à ce point-là. Alors, vous connaissez l'OTAN? Effectivement, l'OTAN, il est le principal bailleur. Et vous avez vu quel pays européen s'est retiré donc de l'OTAN? Parce que l'OTAN continue d'être le parapluie sécuritaire de l'Europe aujourd'hui. Et qui est au cœur de l'OTAN, ce sont les États-Unis. Si vous prenez par exemple les contributions aux missions de maintien de la paix dans le monde, les États-Unis contribuent à plus de 40-50%. Donc moi je pense qu'il dérange. Et figurez-vous, si je vais d'ailleurs partager beaucoup d'ouvrages sont déjà sortis sur cette façon d'agir. J'ai des ouvrages et tous ces ouvrages critiquent sa politique internationale, c'est une politique agressive. Et aujourd'hui, il faut comprendre que le monde est devenu interdépendant. Le monde est devenu interdépendant. Les États-Unis ne peuvent pas, à eux seuls, décider de l'avenir du monde au motif que ce sont eux qui, au motif que beaucoup de pays dépendent d'eux. En même temps que beaucoup de pays dépendent d'eux, eux-mêmes dépendent d'autres pays. Donc, je pense qu'il faut rester modéré. Le droit de la force crée plus de problèmes qu'il ne résout
qui n'apportent des solutions. Ça, c'est mon avis. Merci, monsieur. Je voudrais revenir sur les propos de mon confrère pour dénoncer le comportement immature de Donald Trump. Alors, il divulgue les messages qu'il a échangés avec Macron. Alors, en relation internationale, dans le domaine de la diplomatie, ce comportement ne peut se faire. D'ailleurs, même, la courtoisie internationale interdit cette pratique. Et dans ce comportement isolationniste, nous constatons effectivement, je peux mettre oui, puisque nous sommes là pour l'entendre, nous dire que les États-Unis sont en train de se. Les États-Unis vont vers le déclin. Vers le déclin, parce que les États-Unis aujourd'hui sont en train d'ouvrir les guerres un peu partout. Il y a la guerre économique, il y a la guerre militaire et la guerre du positionnement, donc la géopolitique de stratégie. Alors que les autres se préparent aussi pour contre-attaquer. Et dans sa politique d'intimidation, parce que lorsque vous regardez, dans toutes ces mesures, il intimide d'abord, après il se rétracte. Lorsqu'il a parlé contre l'Union européenne, ils ont pris également les positions, il s'est rétracté après. Il en a fait avec la Chine aussi a dit qu'elle va imposer les droits de l'homme. Il s'est rétracté après, ils sont allés dans les négociations. Et ça prouve déjà la faiblesse des États-Unis sur le modèle de gestion des affaires internationales, parce qu'ils voient déjà qu'ils sont en train d'être talonnés par la Chine, qui prend déjà la première place économique, et la Russie qui monte aujourd'hui comme une puissance militaire assez importante. Ne sachant plus que faire, alors le trumpisme et donc cette doctrine de déstabilisation des relations internationales, parce qu'en créant déjà de côté le Conseil de la paix, qui devient comme un organe compétitif à l'Organisation des Nations Unies, voilà. Donc, nous voyons déjà le désordre, l'anarchie que les réalistes sont en train de parler. Voilà, donc je voulais... Très bien. Je pense que vous avez bien suivi l'intervention de votre camarade. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que pour moi c'est clair. Il dérange le monde. Pardon? Il dérange le monde. C'est réellement nécessaire. Chacun On pourra en débattre. Alors, je dirais donc que le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de la négociation, de la ratification des traités. En effet, dans le cas du Cameroun, l'article 43 de la Constitution du 18 janvier 1996 l'article 43 de la Constitution du 18 janvier 1996 investit le chef de l'État le 18 janvier 1996 investit le chef de l'État des plus hautes fonctions en matière de négociation et de ratification des traités internationaux les plus importants. En matière de négociation et de ratification des traités internationaux les plus importants.
Le président de la République possède également le président de la République possède également le pouvoir de représenter l'État sur la scène internationale. Le président de la République possède aussi le pouvoir de représenter l'État sur la scène internationale. Notamment dans le cadre des visites. Notamment dans le cadre des visites officielles à l'étranger. Notamment dans le cadre des visites officielles à l'étranger. Notamment dans le cadre des visites officielles à l'étranger. Vous allez donc constater que il n'y a pas très longtemps, moi personnellement, j'étais un peu choqué par les images que je regardais souvent à la télévision. Un chef d'État africain qui est parfois reçu par un maire, ou bien par un ministre d'outre-mer. Ça vous choque aussi? Oui, bien sûr. Vous avez souvent vu ces images, non? D'outre-mer. Bien. Je voudrais simplement vous dire que si vous voyez encore ces images, n'en soyez plus choqués. Pourquoi? Parce que l'accueil d'un chef d'État à l'étranger dépend du type de visite qu'il amène là-bas. Parce que vous avez des visites officielles, vous avez des visites privées. Parmi les visites officielles, il faut encore distinguer les visites de travail, il faut les visites de commémoration et autres. Il y a également des visites privées. Généralement, pour le cas du Cameroun, on parle d'une visite d'un court séjour privé, voilà, d'un court séjour privé du chef de l'État. Donc, selon qu'il est en voyage officiel ou en visite privée, l'accueil n'est pas le même. L'accueil n'est pas le même. S'il va pour une conférence internationale, ou bien s'il va pour une commémoration, ou bien s'il va pour une visite de travail, le dispositif protocolaire sera différent. Lorsque le président Macron est venu ici au Cameroun il y a, je crois, 2 ou 3 ans. Donc, je vous prends ces exemples-là pour attirer votre attention sur ce qui peut vous paraître anodin. Je vous dis qu'en diplomatie, rien n'est anodin. Quand il arrive, il est accueilli par le chef d'État du Cameroun. Alors, il y a un véhicule qui est affrété pour l'accompagner jusqu'au palais. Sur le véhicule, vous avez 2 drapeaux. Le drapeau français et le drapeau du Cameroun. Et je pense que c'est également le cas pour d'autres pays. Quand il arrive, regardez la position de ces drapeaux-là. Quand il arrive, le drapeau du Cameroun se trouve de quel côté? À gauche. Le drapeau de la France se trouve. Quand il rentre, on inverse. Quand il rentre, on inverse. Il a droit aux honneurs militaires. Il a droit à ce que son parcours soit décoré de son effigie. Visite officielle. Mais s'il vient pour un court séjour privé, il n'y a
le même dispositif protocolaire. Il vient comme un simple étranger. Mais comme c'est un chef d'État, il y aura un dispositif sécuritaire qui ne sera pas aussi important que s'il était arrivé pour une visite officielle. Donc, lorsque vous voyez vos chefs d'État en France, aux États-Unis, être reçus par des maires ou bien par des ministres quelconques, n'en soyez pas choqués. Posez-vous la question de savoir, il est parti pour quel type de visite? Il est parti pour quel type de visite? C'est pour une visite officielle, vous allez voir. Lorsque la France célèbre la prise de la Bastille le 14 juillet, elle invite donc le chef d'État, non? Mais regardez comment ces chefs d'État sont reçus. Mais si vous partez parce que vous êtes malade, vous voulez vous soigner, ou bien vous partez parce que vous partez rendre visite à vos enfants, pourquoi est-ce qu'on va apprêter un dispositif protocolaire alors qu'il ne s'agit pas d'une visite d'État à État? Donc, il faut être attentif à ces petits signaux-là. Oui. Le constat que je fais, c'est que lorsque les chefs d'État africains vont en Occident, on ne fait pas ce que les chefs d'État africains font à la télé, où on met sur la voie les photos. J'ai une fois passé, on ne met jamais les photos. Et puis, on voit à l'Élysée le chef d'État français se met juste au pied. Là où il attend le chef d'État. Alors que, dans le cas du Congo, le président se déplace jusqu'à l'aéroport. Très bien. Et à l'aéroport, on met le dispositif militaire à l'aéroport. Et c'est lui-même qui vient au pied de l'avion pour accueillir son hôte. Alors que, paradoxalement, lorsque nous levons le président Macron est juste au perron, il attend qu'il sorte de sa voiture, et à ce moment, on le reçoit. Mais chez nous, on met même la peinture. Des photos. Très bien, je suis d'accord avec vous. Et même des gens pour danser. Je suis absolument d'accord avec vous. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Dans les relations diplomatiques, il y a le droit, mais il y a aussi les pratiques, il y a les usages. Bien. Je prends le cas des groupes de danse qu'on fait sortir là pour accueillir les chefs d'État étrangers. Ça rentre dans moi je dirais que c'est une pratique culturelle. Ça rentre dans nos mœurs. Que lorsque vous recevez un étranger, vous le recevez d'une certaine manière. Ce n'est prévu dans aucun texte. Ce n'est prévu dans aucun texte qu'il faut des groupes de danse, il faut. Le chef d'État africain qui va accueillir son hôte à l'aéroport, ça, c'est son propre chef. Mais ce que prévoit le droit diplomatique et consulaire, c'est autre chose. C'est-à-dire, on vous décrit le pavoisement, on vous décrit la cérémonie protocolaire. Mais il arrive donc que chaque chef d'État réorganise ça selon soit ce qu'il attend de son visiteur, soit de la nature de leur accord. Et vous faites bien de souligner cet exemple qui montre effectivement que ne restez pas scotché à votre droit diplomatique et consulaire. Le droit prévoit un certain nombre de choses, mais dans la pratique, on peut observer des décalages, j'ai voulu dire des dérapages. Mais on n'en est pas loin. Parce que, comme vous le soulignez si bien, vous ne verrez pas les effigies des chefs d'État africains sur le pavoisement du champ. Non, vous ne verrez pas. Donc, et ils restent dans les dispositions strictes du protocole d'État. Nous, on ajoute un peu de piment, on ajoute un peu de et ça donne tout ce que vous voyez là. Peut-être aussi, ça peut traduire un certain complexe. Ça peut traduire un certain complexe où, bon, ils sont supérieurs, ils sont les maîtres. Donc cet esprit colonial là, qui a... Voilà, par exemple.
Oui, allez-y. Monsieur, je crois qu'on s'éloigne un peu du débat si on veut aller en ce sens-là. Parce que je pense dans le cas d'un chef d'État dont nous sommes au Cameroun, ils sont peut-être pas à l'extérieur. C'est le même dispositif. Ce n'est même pas pour accueillir un autre qui sort de l'extérieur. Et quand on va dans le sens inverse, les chefs d'État occidentaux, quand ils se déplacent, parfois ils pensent que vous n'êtes pas au courant que c'est arrivé. C'est, comme on l'a dit, c'est dans leur culture. Donc, je ne pense pas que ce soit pour des raisons diplomatiques de mettre à élève ou à l'autre dominant à dominer. Ça dépend de la culture de tout un chacun. Oui, moi je trouve aussi que ça fait partie de Oui. donc, c'est pas seulement arrive en Afrique comme dans cette entre les États. Par exemple, le président camerounais arrive au pays, qui sera appelé avec montrer le niveau de Très bien. Très bien. Oui. L'élément que vous ajoutez là, vous avez parlé de la culture, des pratiques culturelles. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et je vous ai dit que ce que nous sommes en train de décrire là n'existe pas dans le droit. Rien ne leur impose. Mais pour des raisons qui peuvent être des raisons d'hospitalité africaine, des raisons de culture africaine, on en ajoute un peu trop au protocole. Pourtant, ce que prévoit le droit diplomatique et consulaire est simple. Il y a les honneurs militaires selon la nature de la visite. Il y a la disposition des drapeaux, il y a l'accueil. Mais rien ne pose un chef d'État d'aller attendre son homologue à l'aéroport. Il le reçoit dans son palais. Ou alors s'il y a un autre lieu d'accueil, il attend dans ce lieu-là. C'est comme ça. Oui. Je voulais aborder dans le sens que j'ai parlé ici, oui. Le comportement du maître M. Bordelais. Ça s'est passé avec le président Macron en allant à Kinshasa. Devant le président Kabila. Puisque le président Kabila est allé en France, oui. Il a été reçu par le ministre qui l'a emmené vers le président. Oui. Le président Kabila, quand le président Macron est venu à Kinshasa, oui. Il a fait de même. C'est le ministre des Affaires étrangères qui l'a reçu, l'a amené dans la salle, et le président Kabila est rentré, tout le monde s'est levé. C'est passé après ce cas qu'on a dit que le président français a été humilié par le président Kabila. C'est dans ce sens-là que nous voyons François Hollande. François Hollande. Ils sont venus dans la salle, et quand le président Kabila arrive, on a demandé à tout le monde de se lever. C'était en mouvement de ce qu'il a suivi là-bas. Bien. Je ne peux pas analyser cette situation sans avoir tous les éléments. Alors, Kabila était parti en France pour faire quoi? Hollande était venu à Kinshasa pour faire quoi? Je pense que c'est pourquoi je vous ai dit, ça peut vous choquer, mais tout dépend de la nature de la visite. C'est vrai que dans leurs relations réciproques, ils peuvent brouiller les exigences protocolaires, peut-être pour je ne sais pas si Kabila voulait se venger de ce que son homologue lui avait fait, mais je ne peux pas apprécier ce cas de figure sans savoir quelle était la nature de la visite de chacun des chefs d'État. Donc, je note tout simplement que les chefs d'État africains alourdissent le dispositif protocolaire lorsqu'il faut recevoir les chefs d'État étrangers, ce qui n'est pas réciproque. Et donc, si le président Kabila a agi de la sorte, je pense que la diplomatie, c'est aussi la réciprocité. Vous écrivez paragraphe 2, le ministre des Relations extérieures ou le ministre des Relations extérieures ou des Affaires étrangères.
relations extérieures ou des affaires étrangères. Ici au Cameroun, on parle du ministère des Relations extérieures. Et si vous allez au Tchad, on parle du ministère des Affaires étrangères. La coopération et les Tchadiens et l'étranger. Le ministre des Relations extérieures par les Affaires étrangères. C'est la convention de Vienne du 18 avril 1961. C'est la convention de Vienne du 18 avril 1961 qui reconnaît au ministère des Affaires étrangères c'est la convention du 18 avril 1961 qui reconnaît au ministère des Affaires étrangères la compétence pour assurer au quotidien, l'organisation des relations diplomatiques de l'État, l'organisation des relations diplomatiques de l'État. L'organisation des relations diplomatiques de l'État. C'est la convention de Vienne du 18 avril 1961 qui reconnaît au ministère des Affaires étrangères la compétence pour assurer au quotidien l'organisation des relations diplomatiques de l'État. En effet, oui. Est-ce que vous pouvez avoir Oui, je vais vous les faire tenir. Je vais vous envoyer les différentes conventions. Vous parlez de d'accord. 75. Le délégué, c'est convention sur le délégué. D'accord. Je vais mettre à votre disposition un certain nombre de documents qui pourraient vous aider le moment venu. Parce que ces conventions-là vont vous aider non seulement en tant que futur diplomate, mais aussi lorsque vous allez traiter les exercices qui vous seront proposés lors des examens. Vous serez peut-être appelé à convoquer un article pour soutenir vos argumentations. Vous écrivez en effet, selon l'article 41, alinéa 2 de cette convention, selon l'article 41, alinéa 2 de cette convention, vous aurez les guillemets. En effet, selon l'article 41, alinéa 2 de cette convention, vous ouvrez les guillemets. Toutes les affaires officielles, traitées avec l'État accréditaire, toutes les affaires officielles traitées avec l'État accréditaire,
C'est quoi l'État accréditaire? L'État qui envoie toutes les affaires officielles traitées avec l'État accréditaire, confiées à la mission par l'État accréditant, confiées à la mission par l'État accréditant. Donc vous avez deux concepts là, l'État accréditaire et l'État accréditant. Donc toutes les affaires officielles traitées avec l'État accréditaire, confiées à la mission par l'État accréditant, confiées à la mission par l'État accréditant, doivent être traitées avec le ministère des Affaires étrangères de l'État accréditaire, doivent être traitées avec le ministère des Affaires étrangères de l'État accréditaire, ou par son intermédiaire, toutes les affaires officielles traitées avec l'État accréditaire, confiées à la mission par l'État accréditant, doivent être traitées avec le ministère des Affaires étrangères de l'État accréditaire, ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère, ou avec tel autre ministère, ou avec tel autre ministère, dont il aura été convenu, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu. Vous fermez les guillemets. Ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu. Le ministre des Affaires étrangères est donc le principal ouvrier en charge de la mise en œuvre de la politique extérieure de l'État. Donc le principal ouvrier de la mise en œuvre de la politique extérieure de l'État. Il est le chef des services du ministère des Affaires étrangères. Il est le chef des services du ministère des Affaires étrangères. Il est le chef du ministère des Affaires étrangères et membre du gouvernement. Il est le chef des services du ministère des Affaires étrangères et membre du gouvernement. En ce sens, il travaille en harmonie avec le président de la République. Pour une diplomatie
efficace. Il travaille en harmonie avec le président de la République pour une diplomatie efficace. Il travaille en harmonie avec le président de la République pour une diplomatie efficace. Pour le cas du Cameroun, il est entouré de 2 ministres délégués. Pour le cas du Cameroun, il est entouré de 2 ministres délégués. L'un chargé de la coopération avec le Commonwealth. L'un chargé de la coopération avec le Commonwealth. L'un chargé de la coopération avec le Commonwealth. Et l'autre de la coopération, oui. L'un chargé de la coopération avec le Commonwealth et l'autre de la coopération avec le monde islamique. Et l'autre de la coopération avec le monde islamique. Ça ne sort pas de la diplomatie. Et au Cameroun, par exemple, il y a un aspect de la coopération, de l'intégration régionale qui est confié au ministère de l'économie et de la planification. Donc, ça dépend de chaque pays. Mais ça ne sort pas de la diplomatie. Et si vous avez bien lu l'article 41 de la Convention de Vienne, il dit, cet article dit que les affaires que les deux États vont traiter entre eux, les affaires officielles que les deux États vont traiter entre eux, l'État accréditeur et l'État accréditant, ces affaires seront traitées par l'entremise du ministère des Affaires étrangères ou de tel autre ministère dont il aura été convenu. Donc il peut arriver que les missions du ministère des Affaires étrangères soient éclatées. Vous avez d'un côté, ici au Cameroun, vous avez le ministère des Relations extérieures, mais vous avez un ministère de l'économie et de la planification qui s'occupe de l'intégration régionale. Donc, toutes les questions qui concernent l'intégration régionale, c'est le ministère de l'économie qui s'en charge. Mais ce ministère-là ne sort pas de la diplomatie, puisque lorsqu'il y aura des discussions, des conférences qui vont concerner, ou alors des dossiers qui vont concerner l'intégration régionale, c'est ce ministre-là qui sera interpellé. Donc, ça ne sort pas de la diplomatie. Oui? J'ai une question, s'il vous plaît. Merci, docteur. Je reviens sur la différence entre l'État accréditant et l'État accrédité. Il semble que tout à l'heure, quand vous avez posé la question, un camarade a répondu que l'État accréditant ou bien l'État accrédité est l'État d'envoi. Mais, et aussi précédemment, on a écrit dans le cahier, et je suis un peu confus.
Pour moi, l'État accréditant, c'est l'État qui envoie, et l'État accrédité, c'est l'État l'État accrédité qui reçoit. L'article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les fonctions d'une mission diplomatique consistent notamment à représenter l'État accréditant auprès de l'État accréditeur. Je pense que l'article 41 le dit déjà. Oui, je veux savoir si réellement l'État accréditant, c'est l'État qui reçoit. Non, l'État accréditant, c'est l'État qui envoie. L'État accréditant, c'est lui qui envoie. Oui, et si nous allons derrière, vous avez dit que il s'agit d'un pouvoir vis-à-vis des chefs de mission étrangers en tant que le chef de l'État doit donner son accord pour qu'une personnalité entre en fonction pour représenter son État au sein de l'État accréditant. Ce n'est pas au sein de l'État accrédité. C'est l'État accréditant ou l'État accrédité. L'État qui reçoit, c'est l'État accrédité. C'est ça, non? C'est l'État accrédité. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est au sein de l'État accréditant. Non, c'est l'État accrédité. Si j'ai dit l'État accréditant, c'est l'État accrédité. D'accord, merci. Veuillez vérifier chez vous. L'État accrédité, c'est l'État qui reçoit. L'État accréditant, c'est celui qui envoie. Oui. Monsieur, en Afrique, il a déjà existe-t-il un président qui a été élu, il a une formation de carrière classique? Je ne comprends pas bien votre question. Existe-t-il déjà un président en Afrique Oui. étant élu, président de la République, ayant suivi une carrière C'est à vous de vérifier. Je ne sais pas quel chef d'État. Donc vous voulez savoir si un diplomate de carrière a été élu président. Bon, je ne sais pas. Vous en connaissez? Ça fait un exposé. Il est diplomate. Il a travaillé comme économiste. Mais vous savez que les fonctions de chef d'État sont incompatibles avec toute autre fonction publique, non? Je ne sais pas si, en tout cas ici au Cameroun, si vous voulez être chef d'État, vous abandonnez toute autre fonction. Maintenant, ce que vous avez fait avant, ça vous regarde. Même si vous avez été vendeur de fruits, et que vous avez trouvé les capacités à pouvoir diriger le pays. D'ailleurs, quelqu'un me racontait que, je ne sais pas si c'est vrai, que le président du Bénin était un artiste. Il était d'abord juriste de formation. À un moment donné, il faisait son art. Voilà. Arnold Schwarzenegger, qui a été acteur de film gouverneur aux États-Unis. George Weah a été gouverneur. Donc, je pense que les fonctions qu'on a exercées préalablement avant d'être président ne sont pas compatibles avec la fonction de chef d'État. Oui. En fait, j'ai posé la question, c'était pour savoir quels sont les enjeux, sinon l'impact qu'un trésor ayant suivi une formation diplomatique pouvait en fait donner dans l'exercice de sa mission de président. Quel impact, plus la teneur de sa fonction, de sa formation. Parce que lorsque nous sommes diplomates, en fait, on a le tact, comme on a dit, on a l'expertise, oui. Nous avons la courtoisie, oui. Et tout ce qui peut s'en suivre. Oui, vous répondez à votre question. Vous savez que le métier qu'on exerce nous transforme. Donc il peut arriver qu'un chef d'État qui a suivi une formation de diplomate soit
plus ouvert à la négociation, qu'il soit plus mesuré dans la parole, qu'il soit pourquoi et tout ce que cela implique. Mais ce que je veux dire par rapport à votre question, c'est que les fonctions de chef d'État vous obligent même déjà à vous rentrer dans la peau d'un diplomate. Parce que tous les chefs d'État travaillent dans le milieu diplomatique. Dès lors que vous rentrez en contact avec d'autres chefs d'État, d'autres partenaires, vous faites de la diplomatie. Donc, si vous avez une formation de diplomate auparavant, c'est tant mieux. Mais si vous n'en avez pas eu, vous ressortirez de là étant diplomate. Parce que l'agenda d'un chef d'État, c'est un agenda assez serré, c'est un agenda assez sensible. C'est tous les jours qu'il reçoit en audience. Et vous n'allez pas vous exprimer en audience comme si vous parliez à votre épouse. Il y a une certaine manière, il y a même pour dire non. Je vous ai dit hier ou avant-hier que quand un diplomate dit non, il dit peut-être, il ne dit pas non, je refuse. Vous comprenez? Il ne dit pas oui, il ne dit pas non, il dit peut-être. Vous écrivez section 2. Section 2. Les organes extérieurs. Section 2. Les organes extérieurs des relations diplomatiques. Section 2. Les organes extérieurs. Section 2. Les organes extérieurs des relations diplomatiques. Donc tout à l'heure, quand nous disions que le ministre des Relations extérieures est le patron des services, donc on faisait allusion aux services centraux, ce que vous retrouvez au ministère des Affaires étrangères. Mais on faisait également allusion aux services extérieurs. Vous écrivez la diplomatie s'opérationnalise. La diplomatie s'opérationnalise aussi sur le plan institutionnel. La diplomatie s'opérationnalise aussi sur le plan institutionnel. Par la mise en fonction, la diplomatie s'opérationnalise aussi sur le plan fonctionnel par la mise en fonction d'un corps de fonctionnaires qui représente l'État à l'étranger. Par la mise en fonction d'un corps de fonctionnaires qui représente l'État à l'étranger. Ces représentations peuvent avoir un caractère bilatéral. Ces représentations peuvent avoir un caractère bilatéral. C'est-à-dire en direction d'un État,
Ces représentations peuvent avoir un caractère bilatéral, c'est-à-dire en direction d'un État, ou un caractère multilatéral. Ces représentations peuvent avoir un caractère bilatéral, c'est-à-dire en direction d'un État, ou un caractère multilatéral auprès d'une organisation internationale. Ou un caractère multilatéral auprès d'une organisation internationale. Dans l'exercice de leur fonction, les diplomates bénéficient généralement d'un statut protecteur. Les diplomates bénéficient généralement d'un statut protecteur. À la tête d'une mission diplomatique, se trouve le chef de poste, encore appelé chef de mission, ou plus généralement ambassadeur. On parle alors d'une mission diplomatique. À la limite, la mission diplomatique renvoie à un service public. La mission diplomatique renvoie à un service public d'un État installé en permanence sur le territoire d'un autre État. La mission diplomatique est un service public d'un État renvoie à un service public d'un État installé en permanence sur le territoire d'un autre État. La mission diplomatique renvoie à un service public d'un État installé en permanence sur le territoire d'un autre État. Les agents diplomatiques
alors, dans ce contexte, les agents diplomatiques bénéficient alors, dans ce contexte, les agents diplomatiques bénéficient alors, dans ce contexte, d'un certain nombre de privilèges et d'immunités. Les agents diplomatiques bénéficient alors dans ce contexte d'un certain nombre de privilèges et d'immunités. Bénéficient d'un certain nombre de privilèges et d'immunités car ils jouent un rôle de représentation politique. Car ils jouent un rôle de représentation politique. Par contre, les missions spécialisées, que sont les postes consulaires, les missions spécialisées que sont les postes consulaires assurent des fonctions purement administratives. Par contre, les missions spécialisées que sont les postes consulaires assurent les fonctions purement administratives. Donc, si vous voulez, par exemple, vous faire établir les actes d'état civil, actes de naissance, actes c'est au consulat que vous irez. Mais vous allez rencontrer des situations où la mission diplomatique joue en même temps un rôle de représentation politique et le rôle de consulat. Vous écrivez paragraphe 2. Paragraphe 1, s'il vous plaît. Paragraphe 1, les ambassades. Les ambassades. Bon, avant qu'on ne parle des ambassades, je voudrais un peu revenir sur la mission diplomatique. J'ai dit paragraphe 1, les ambassades. Je voulais faire juste une petite précision sur la notion de mission diplomatique. J'ai dit que la mission diplomatique est un service public d'un État installé sur le territoire d'un autre État. C'est un service public. Ça, ce sont les bâtiments. Voilà la mission du Tchad, voilà la mission de la France, voilà la mission des États-Unis. Mission diplomatique, c'est un service. Un peu comme vous pouvez voir les services du gouverneur ou bien la préfecture et la face. Mais la mission diplomatique, c'est aussi l'ensemble des agents diplomatiques chargés de représenter l'État à l'étranger. Et dans ce cas, vous aurez les missions permanentes et les missions temporaires. Donc, la mission diplomatique ne se réduit pas à son sens purement matériel. Donc, il y a un sens fonctionnel. Il y a un sens fonctionnel dans le concept de mission diplomatique. Donc, l'ensemble des agents qui sont chargés de remplir une mission, soit permanente, soit
points de représentation diplomatique à l'étranger, au-delà des bâtiments. Vous écrivez les ambassades, paragraphe 1 des ambassades. L'ambassade est un lieu symbolique. L'ambassade est un lieu symbolique. L'ambassade est un lieu symbolique en ce sens que il traduit une portion du territoire d'un État, en ce sens qu'il traduit une portion du territoire d'un État, en ce sens qu'il traduit une portion du territoire d'un État à l'intérieur d'un autre État, à l'intérieur d'un État, à l'intérieur d'un autre État, en vertu du principe de l'extraterritorialité. En vertu donc du pouvoir, en vertu donc du principe de l'extraterritorialité. C'est pour cela qu'on retrouve le drapeau. C'est pour cela donc qu'on retrouve le drapeau de l'État accréditant. C'est pour cela donc qu'on retrouve le drapeau de l'État accréditant sur le territoire de l'État accréditaire. L'ambassade, c'est aussi un ensemble de biens immobiliers. C'est aussi un ensemble de biens immobiliers. L'ambassade, c'est aussi un ensemble de biens immobiliers mis à la disposition du personnel de l'ambassade, pour lui permettre d'exercer de façon permanente, son rôle de représentation politique. Pour lui permettre d'exercer de façon permanente son rôle de représentation politique. Selon l'article 3 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques,
Selon l'article 3 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, selon l'article 3 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, les fonctions d'une mission diplomatique se présentent ainsi qu'il suit. Les fonctions d'une mission diplomatique se présentent ainsi qu'il suit. Selon l'article 3 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, les fonctions d'une mission diplomatique se présentent ainsi qu'il suit. Deux points premiers tirés. Deux points premiers tirés. Représenter l'État accréditant auprès de l'État accréditaire. Représenter l'État accréditant auprès de l'État accréditaire. Représenter l'État accréditant auprès de l'État accréditaire. Deux points, c'est la fonction de représentation. Représenter l'État accréditant auprès de l'État accréditaire. Deux points, c'est les deux points. C'est la fonction de représentation. Représenter l'État accréditant auprès de l'État accréditaire. Deux points, c'est la fonction de représentation. Deuxième tiret, protéger dans l'État accréditaire les intérêts de l'État accréditant. Protéger dans l'État accréditaire. Protéger dans l'État accréditaire protéger dans l'État accréditaire les intérêts de l'État accréditant, les intérêts de l'État accréditant et de ses ressortissants conformément au droit international. Conformément au droit international. Conformément au droit international. Deux points, c'est la fonction de protection. Deux points, c'est la fonction de protection. Écrivez d'abord, c'est ce que dit la Convention de Vienne. Quand on va arriver au niveau du consulat, on va anticiper. Je reprends ce que dit la Convention. Deux points, c'est la fonction de protection. Troisième tiret. Négocier avec le gouvernement de l'État accréditaire. Négocier avec le gouvernement de l'État accréditaire. Négocier avec le gouvernement de l'État accréditaire. Deux points. C'est la fonction de négociation. C'est la fonction de négociation. Autre tiret, c'est le quatrième. S'informer par tous les moyens licites. S'informer. S'informer par tous les moyens licites. De moyens licites ici, il
s'agit d'éviter quoi? L'espionnage. S'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution des événements, des conditions et de l'évolution des événements, s'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution des événements dans l'état accréditaire, s'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution des événements dans l'état accréditaire et en faire un rapport au gouvernement de l'état accréditant et en faire un rapport au gouvernement de l'état accréditant. Deux points, c'est la fonction d'information. Deux points, c'est la fonction d'information. Dernier tiret. Promouvoir les relations amicales et développer les relations économiques. Promouvoir les relations amicales. Promouvoir les relations amicales. Promouvoir les relations amicales. Et développer les relations économiques. Et développer les relations économiques. Culturelles et scientifiques. Les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l'État accréditant et l'État accréditaire. Promouvoir les relations amicales et développer des relations économiques, culturelles et scientifiques entre l'État accréditant et l'État accréditaire. Point. On peut ajouter à cette énumération de la Convention, une sixième mission, à savoir, on peut ajouter à cette énumération de la Convention une sixième mission, à savoir la fonction de communication avec la diaspora. La fonction de communication avec la diaspora. Oui. Il est l'heure de... On se retrouve dans le but n'est pas d'avantager les individus, mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions qui lui sont confiées l'accomplissement efficace des missions qui lui sont confiées en tant que représentant de l'État. Donc le but n'est pas d'avantager les individus,
coutumes et d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions qui lui sont confiées en tant que représentant de l'État. Les privilèges et les immunités sont accordés aussi bien à la mission dans son ensemble. Les privilèges et immunités sont accordés aussi bien à la mission diplomatique dans son ensemble. Les privilèges et les immunités sont accordés aussi bien à la mission diplomatique dans son ensemble qu'aux diplomates à titre individuel. À la mission diplomatique dans son ensemble et aux diplomates à titre individuel. Grand cas, les privilèges et immunités de la mission diplomatique. Grand cas, les privilèges. Vous n'êtes pas l'ami? Qu'est-ce qu'on a dit? Aussi bien à la mission diplomatique qu'aux diplomates à titre individuel. Aux diplomates à titre individuel. Ça veut tout simplement dire que si vous êtes en poste dans une mission diplomatique, vous en tant qu'agent diplomatique ou représentant de l'État, vous bénéficiez, tout personnel, vous bénéficiez des privilèges et des immunités que vous confère votre statut. Mais la mission également a des privilèges et des immunités. On va les voir tout à l'heure. Vous écoutez donc grand tas, les privilèges et immunités accordés à la mission diplomatique. Les privilèges et immunités accordés à la mission diplomatique. Deux principes consacrent les privilèges et immunités de la mission diplomatique. Deux principes consacrent les privilèges et immunités de la mission diplomatique. Deux points. Le principe de la liberté et le principe de l'inviolabilité. Le principe de la liberté et le principe de l'inviolabilité. Un principe consacre les privilèges et l'immunité de la mission diplomatique, le principe de la liberté et le principe de l'inviolabilité. Petit 1, le principe de la liberté. Il s'agit principalement de la liberté de communication officielle. Il s'agit principalement, je n'ai pas la ligne. J'ai dit deux principes comme ça. Les privilèges et l'immunité de la mission diplomatique, le principe de la liberté et le principe de l'inviolabilité. Vous avez écrit inviolabilité. Le principe de l'inviolabilité. Maintenant, petit 1, le principe de la liberté. Le principe de la liberté. Ça va, madame? Alors, il s'agit principalement
de la liberté de communication officielle. Il s'agit principalement de la liberté de communication officielle. Il s'agit principalement du principe. Il s'agit principalement du principe de la communication officielle qui fait obligation à l'État accréditaire, qui fait obligation à l'État accréditaire à l'État accréditaire de permettre et de protéger, non seulement la liberté de communication de la mission, non seulement la liberté de la communication de la mission, mais aussi de la liberté de circulation. Mais aussi de la liberté de circulation en référence à l'article 27, en référence à l'article 27, en référence à l'article 27 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. En référence à l'article 27 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Cette immunité couvre deux aspects. Cette immunité couvre deux aspects. Cette immunité couvre deux aspects. Deux points. L'immunité de la valise diplomatique. L'immunité de la valise diplomatique. L'immunité de la valise diplomatique. Et l'immunité des autres moyens de communication. L'immunité de la valise diplomatique et l'immunité des autres moyens de communication. Les moyens de communication, ces moyens de communication, autant pour moi, ces moyens de communication sont cependant assortis d'une réserve Ces moyens de communication sont cependant assortis d'une réserve, car l'État accréditaire doit donner son assentiment pour leur utilisation.
assentiment. Son assentiment. L'utilisation. C'est quoi la valise diplomatique? Pardon? Qu'est-ce que c'est que la valise diplomatique? L'accord. La valise diplomatique. La valise diplomatique. Bien. C'est une très bonne question. Parce que, a priori, on pourrait penser que la valise diplomatique, c'est une valise que l'on tient fièrement entre ses mains en la brandissant comme étant la valise diplomatique. La valise diplomatique, c'est tout objet qu'un État décide de faire parvenir au sein de l'État accréditaire ayant été estampillé comme tel. Ça veut donc dire que vous pouvez avoir un pli fermé. Ce pli fermé est une valise diplomatique. Vous pouvez m'avoir des objets et puis vous passez tout simplement, je prends le cas d'un agent diplomatique, même si la valise diplomatique c'est pour des fins officielles, mais il est souvent arrivé qu'un agent diplomatique qui veut faire venir un certain nombre de matériel le fasse le couvert de la valise diplomatique. C'est-à-dire qu'il a un ensemble d'objets qu'il veut faire venir de son pays pour l'État accréditaire. On fait des bagages et ces bagages-là arrivent au ministère des Relations extérieures et on les frappe du sceau de la valise diplomatique. Lorsque ces bagages sont donc en train d'être transportés pour l'État accréditaire, on ne peut pas les contrôler. On ne peut pas les contrôler parce que c'est la valise diplomatique. Donc la valise diplomatique, c'est tout objet. Ce n'est pas simplement une valise. Ça peut être un pli fermé, ça peut être une valise, ça peut être n'importe quel bagage. Mais que l'État a décidé d'accorder, auquel l'État a décidé d'accorder le statut de valise diplomatique. Parce que la valise diplomatique est inviolable. Oui. Est-ce que l'État s'assure du contenu de cette valise avant de mettre son stamp? Bien sûr. Bien sûr. L'État s'assure du contenu. Mais il peut également arriver que l'État ait des raisons de faire circuler ou transiter des objets qui ne voudraient pas que l'autre État en ait connaissance. Bon, s'il ne s'agit que de l'agent diplomatique qui met des choses illicites dans son bagage, par exemple, mais estampillé valise diplomatique et fait traverser la frontière avec. Et où est votre problème? Oui, bon, puisque aujourd'hui, on a un réseau de drogue qui circule. Oui. Mais vu ces dispositions que le traité de Vienne confère aux diplomates sont plus aptes à s'adonner à ce trafic. Oui, malheureusement, ces privilèges ont aussi des conséquences. En tout cas, ces privilèges peuvent avoir des conséquences. Parce que, comme vous le dites si bien, c'est des cas de figure qu'il ne faut pas ignorer. C'est-à-dire que la valise diplomatique peut devenir un prétexte pour faire rentrer des choses illicites. On peut faire rentrer des armes via la valise diplomatique. C'est-à-dire qu'on peut démonter une Kalachnikov, non? On la démonte, on met dans un petit paquet et puis, ou des explosifs, on frappe le paquet du sceau de la valise diplomatique. Mais le problème maintenant, c'est que si vous décidez de fouiller la valise diplomatique,
partie adverse va vous appliquer le principe de réciprocité. Par contre, la valise consulaire n'a pas le même régime juridique.